Notre invité ce matin, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, président des Leaders pour la Paix. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de la Chine, évidemment, puisque vous publiez Chine, le grand paradoxe, aux éditions Michel Lafon, avec Claude Leblanc. Mais auparavant, regardons la situation internationale, et notamment ce face-à-face Iran-États-Unis, après l'assassinat, vous employez le mot aussi, assassinat du général Soleimani, assassinat par les Américains. C'est clairement une action militaire, hein, donc il faut être prudent quand on est dans un cadre militaire. Il s'agit d'un acte de guerre en Irak. Hein, un acte de guerre en Irak. C'est un acte de guerre en Irak. C'est contre un général iranien en Irak, acte de guerre. Ça veut dire que l'Iran et les États-Unis, à vos yeux, sont en guerre ou pas? On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une situation de guerre opérationnelle. Disons qu'il y a une succession d'événements guerriers qui pourraient nous conduire à la guerre opérationnelle. Nous sommes dans une situation d'escalade extrêmement dangereuse. Non seulement sur des faits de nature militaire, quand on tue un homme, quand on descend des drones, quand on a ces actions qui sont des actions militaires majeures, mais en plus quand on a cette montée du fanatisme, cette montée de la brutalité, cette montée des provocations. On sent bien que les opinions publiques derrière sont mobilisées et que tout ça est extraordinairement dangereux. Ce qui est dangereux, c'est pas forcément quand des responsables informés, raisonnables, s'engagent dans une bataille, un affrontement. C'est quand on mobilise les opinions publiques parce que là, on ne sait pas où ça va. Et en général, avec le développement du terrorisme, ça va vers le pire. Oui, Jean-Pierre Raffarin, c'est la raison pour laquelle Angela Merkel, Boris Johnson et Emmanuel Macron ont alerté et demandé à l'Iran de ne pas surenchérir. Il faut absolument appeler en effet à la retenue et surtout à la désescalade. Je pense que là, notre continent eurasiatique devrait s'exprimer. Parce qu'en fait, cette crise du Levant, cette crise, c'est une crise qui est au cœur même de ce grand continent eurasiatique. Et je trouve qu'il devrait y avoir un dialogue politique entre la France et l'Allemagne, notamment pour l'Europe, mais la Russie et la Chine. Peut-être y associer l'Inde, évidemment, mettre en les grandes puissances de ce continent eurasiatique, parce qu'on ne peut pas laisser les Américains seuls diriger l'avenir de ce continent. Et donc nous sommes là dans une situation où il faudrait faire entendre la voix des grandes puissances de l'Eurasie. Vous prenez aujourd'hui l'organisation d'une grande conférence, par exemple, avec les Chinois et les Russes, les Européens, les Chinois et les Russes, absolument. Pour dire quoi aux Américains? Pour dire que c'est notre continent et que ce continent, nous voulons y jouer notre rôle pour la paix. Ne pas laisser les intérêts américains dominer cette tension. Les Américains sont nos alliés. Les Américains sont des partenaires. Encore nos alliés? Ils ne sont pas comme ils l'ont été. Ils sont des alliés incertains. Ils sont des alliés égocentrés. Ils sont des alliés qui nous compliquent les relations avec la Turquie, qui nous mettent en cause sur la construction de l'euro, qui ont soutenu le Brexit. Donc ce sont avec Trump, des acteurs qui sont souvent hostiles à l'Europe. Néanmoins, nous avons toute une histoire qui est une histoire d'alliés. Mais il faut que ce continent eurasiatique prenne aussi en main son propre avenir. C'est quand même cet acte qui est un acte de guerre, quand les Américains s'en prennent à Soleimani, au fond, ça devrait être concerté avec les Européens. Ça devrait être concerté aussi avec les partenaires acteurs de la région. La France n'a pas été tenue au courant, évidemment, de ce qui s'est passé. Je ne le pense pas. Je ne suis pas informé suffisamment pour ça, mais je ne le pense pas. Oui. Donc, si jamais, imaginons que l'Europe, la Chine et les États-Unis et la Russie se retrouvent dans une conférence, mais comment les Américains vont-ils recevoir cela? C'est un acte d'hostilité. C'est pas un acte d'hostilité parce qu'il faut naturellement parler avec les camps. Il faut revenir, je dirais, à une ligne chiracienne de la politique étrangère, c'est-à-dire de parler avec tout le monde. J'approuve le coup de fil qu'a donné Emmanuel Macron à Trump ce week-end. Il faut naturellement pouvoir montrer une certaine solidarité avec les États-Unis. L'apaisement, ça passe par le dialogue avec les États-Unis. Mais on ne peut pas laisser tous nos intérêts dans les seules mains américaines. Car les mains américaines travaillent pour les intérêts américains, qui ne sont pas toujours les nôtres. Et nous avons besoin de la paix sur notre continent. Faire la guerre sur les territoires des autres, c'est quelque part quelque chose de plus facile que d'avoir la guerre
sur nos propres territoires. Et nous sommes très exposés dans cette affaire. Il ne faudrait pas que les États-Unis nous exposent trop à un certain nombre de représailles dont nous pourrions être les victimes. Réunion extraordinaire des ambassadeurs de l'OTAN lundi, c'est ce que l'on vient d'apprendre. Pour l'instant, l'Iran n'a pas réagi. Je ne sais pas, et on ne va pas faire de politique fiction, si l'Iran réagira ou pas. Ce qu'on sait, dans tous les cas, c'est que le Parlement irakien demande le départ des soldats américains d'Irak. Ils sont 5200. Est-ce, au fond, ce que veut Donald Trump ? Parce que, est-ce que vous comprenez bien l'objectif des États-Unis, l'objectif de Donald Trump? Il nous annonce qu'il veut retirer ses soldats de Syrie et ensuite il frappe Soleimani, donc il est très présent. Je ne comprends. Qu'est-ce que vous comprenez à la politique de Trump? Je pense qu'il n'y a pas de lecture intelligente, je dirais entre guillemets, de géopolitique. Il y a une lecture intelligente de la question électorale. Si c'est une logique électorale, je comprends. Parce qu'au fond, le président américain dit on ne peut pas toucher à un cheveu d'un Américain sans qu'il y ait des représailles. Et ça, c'est un message pour le public américain. Mais en effet, l'action dans cette région du Levant est assez incohérente. C'est quand même le retrait des Américains qui a mis Poutine en place comme acteur principal de la zone. Alors, aujourd'hui, ils critiquent Poutine, mais c'est quand même eux qui, en se retirant, ça avait d'ailleurs commencé sous Obama et poursuivi par Trump, en laissant le terrain libre à Poutine. Donc il y a des incohérences assez terribles dans cette affaire. Et on voit bien que Bachar va trouver dans cette affaire, en Syrie, des soutiens. Et finalement, un autre sujet arrivant sur le devant de l'actualité va pouvoir lui permettre de continuer ses propres actions. De se maintenir. Et donc, il y a des incohérences de la politique américaine sur place. C'est pour ça que nous ne pouvons pas laisser nos intérêts français et européens dans les seules mains des Américains. Autre danger, Daesh. Puisque, conséquence aussi possible, la coalition en Irak, la lutte contre l'État islamique. Absolument, et naturellement. Là, il y a danger pour nous. Il y a évidemment un danger. Évidemment, Daesh va trouver des circonstances pour essayer de trouver un nouveau départ, une certaine forme de relance. Et quand vous voyez la situation aujourd'hui, qui est celle de la Libye, avec les offensives turques, on voit bien qu'il y a une instabilité tout autour de l'Union européenne. Et donc, nous sommes directement concernés par ce trouble majeur. De ce point de vue-là, il est clair que le président américain ne semble pas avoir une stratégie de long terme. Je crains que ce soit une stratégie simplement électorale de court terme, et dans ce cas-là, il fait beaucoup de dégâts pour son élection. Oui, et avec une volonté toujours la même, affaiblir l'Europe. Il a cette volonté, là, Absolument. Quand vous voyez qu'on est obligé de fermer les usines Peugeot et Total en Iran, que vous avez cette action contre l'euro en permanence, que vous avez cette situation qui est toujours compliquée avec les Russes et pour lesquels à chaque fois les Américains mettent de l'huile sur le feu, nous avons un énorme problème de sécurité à l'est de l'Europe. On voit que les pays baltes sont inquiets, on voit que la Pologne est inquiète, on voit que la Suède est inquiète. Ils craignent une guerre venant de la Russie. La Russie est persuadée que l'OTAN veut faire la guerre. Nous devons apaiser l'est de l'Europe. Il n'y aura pas un avenir heureux en Europe si la situation à l'est de l'Europe n'est pas apaisée. Donc nous avons besoin d'un dialogue avec Poutine. Et on voit bien que les Américains, en permanence, nous compliquent les choses. Tout se passe comme si les Américains voulaient affaiblir en effet l'Europe. De ce point de vue-là, on doit engager sur le continent eurasiatique un dialogue entre les principaux partenaires. Jean-Pierre Raffarin, parlons de la réforme des retraites. Vendredi, Ségolène Royal, je ne vais pas dire votre ami, mais Ségolène Royal était... Une relation identifiée. Une relation identifiée était à votre place et demandait le retrait de la réforme voulue par le président de la République. Vous aussi, demandez le retrait? Non, ce n'est pas raisonnable et c'est là encore une forme d'un opportunisme avancé bien connu chez cette personne. Non, le fond de l'affaire, c'est que nous avons besoin d'une réforme sur un plan financier parce qu'il faut penser aux équilibres évidemment, et puis une réforme sur les questions de justice. Donc là, il y a une nouvelle organisation par la retraite à points qui est proposée de manière à ce qu'il y ait plus de justice dans les systèmes de retraite. Donc ce sont deux réformes qui sont nécessaires. Nous sommes allés trop loin maintenant pour devoir arrêter. Donc il faut trouver le compromis auquel a appelé le président de la République. Nous avons besoin de plus de justice. Il y a aujourd'hui beaucoup d'inégalités sur ces questions et nous avons aussi besoin de certains paramètres financiers
renégocier parce que les échéances 2025-2030 seront difficiles à passer. Laurent Berger propose, il est favorable à la retraite par points puisqu'il la demande depuis bien longtemps. Absolument. Il propose cette retraite par points, d'accord. Il veut que l'on discute sur la pénibilité, enfin que le gouvernement discute avec les syndicats sur la pénibilité, mais il dit pourquoi ne pas mettre en parallèle, ne pas ouvrir des discussions en parallèle sur l'âge pivot. L'âge pivot à 64 ans. Bonne idée ou pas ? Je pense que quand le président de la République appelle à un compromis et que c'est le point dur de la CFDT, il faut peut-être trouver quelque chose autour de ce sujet. Mais disons que là, c'est au Premier ministre... C'est-à-dire autour de ce sujet. C'est-à-dire que on prépare la retraite par points, très bien, avec les syndicats réformistes qui veulent discuter sur le sujet. Et parallèlement, dans quelques mois, on discutera du financement de cette réforme. Je pense qu'il y a sans doute moyen d'inciter les gens à travailler après 62 ans. C'est ça la question, au fond. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent des pensions, il y a de moins en moins d'actifs. Il y a donc un déséquilibre qui est structurel. Dans ce contexte-là, on voit bien que les choses ne vont pas s'arranger. Donc il faut faire des efforts. L'espérance de vie s'allonge de plus en plus, donc il faudra travailler plus longtemps. Donc peut-être qu'on peut trouver des systèmes d'incitation à travailler plus, de bonus qui peuvent être développés. Il y a sans doute des systèmes qui pourraient inciter. On peut, si vous voulez, avoir une logique avec un malus en pénalisant ceux qui partent plus tôt. On peut peut-être avoir des systèmes qui soient des systèmes de bonus en incitant ceux à partir plus tard. Il y a toute une série de discussions qu'on peut avoir. J'espère qu'aujourd'hui les discussions sont approfondies. Je fais confiance au Premier ministre qui connaît très bien le sujet pour essayer de trouver une piste. Solennellement, le président de la République a appelé un compromis et c'est autour de ces sujets qu'il devrait y avoir un compromis. Pour l'instant, il n'y a pas de compromis avec certains syndicats. Parce que pour l'instant, vous savez que le retrait ne peut pas être une proposition crédible dans une discussion comme ça. Le retrait, c'est aujourd'hui la négation de la réforme. Mais la situation ne peut pas durer pas durer pour beaucoup de Français. Jean-Pierre Raffarin. Mais bien sûr qu'elle ne peut pas durer. Mais le gouvernement a la nécessité de réformer ce pays. Il doit assumer cette réforme et il ne doit pas céder à toutes les pressions. Ceux qui aujourd'hui font grève ont des responsabilités dans le ralentissement des activités de ce pays. De ce que vous disiez en 2003. La rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. La démocratie. On en est là aussi. Mais oui, la démocratie. Il faut quand même qu'on accepte l'idée qu'il y a des gens élus qui sont là pour décider. Et puis si on n'est pas content, on changera aux prochaines élections. Mais il y a des élections. Et il faut bien se dire que dans un système politique, il faut accepter ce degré de représentativité. Nous avons un président, nous avons un gouvernement, nous avons un parlement. Il décide. Si un autre gouvernement plus tard voudra faire autre chose, il fera autre chose. Oui, mais la démocratie, c'est quand même le respect des décisions de ceux qui sont au pouvoir. Raffarin, il y a de la confusion. Il y a de la confusion. Régime universel, d'accord. Oui, c'est possible, je vous vois sourire. Non, mais bien sûr qu'il y a de la confusion. C'est très compliqué. Mais avec des âges de départ différents, parce qu'il y a des quantités de professions qui ont déjà obtenu des âges de départ différents. Absolument, parce que la question de la pénibilité, c'est d'ailleurs la CFDT qui, en 2003, avait posé cette question. Et donc, c'est vrai qu'elle est légitime, que tout le monde n'est pas usé au travail de la même manière. Donc, qu'il y ait ce paramètre qualitatif, c'est pas quelque chose de révoltant, bien au contraire. Donc c'est normal qu'il y ait des ajustements à faire. L'essentiel, c'est que avec un euro de cotisation, on ait une retraite qui soit égale suivant les efforts que les uns et les autres ont fait. Donc il faut mettre de la justice aujourd'hui. On le voit bien, il y a des situations très inégalitaires dans les départs à la retraite, dans le niveau des retraites. Et donc tout ceci a besoin d'un peu de justice. Et je crois que c'est assez étonnant de voir que, alors que nous avons le système européen le plus généreux, il y a en France cette mobilisation très forte contre un système généreux qu'il faut sauver. Et pour le garder. Mobilisation pour garder le système. Mais le problème, c'est que pour garder, il faut réformer. Le conservatisme ne garde pas. Le conservatisme explose. Il faut pouvoir réformer pour conserver. Pensez-vous que cette réforme a pour objectif caché de pousser les Français à se tourner vers des produits financiers? Je ne le crois pas. Vous avez bien connu Jean-François Cirelli, qui a travaillé pour vous. Absolument. Qui était, je crois, chef de cabinet adjoint. Directeur de cabinet adjoint. Directeur de cabinet adjoint. Il y a cette volonté, vous pensez? Absolument pas. Je ne crois pas du tout. Il y a longtemps que les choix ont été faits entre capitalisation et cette solidarité nationale qui caractérise notre système de retraite depuis
depuis l'esprit de la résistance. Je crois qu'il n'y a aucun risque sur ces sujets-là. Quant à cette polémique, je connais Jean-François Cirelli, c'est un grand serviteur de l'État, c'est un homme avec une très très forte éthique, et je suis plutôt fier de voir que des Français sont capables d'avoir des responsabilités internationales de cette nature et qu'ils y défendent les intérêts de la France. Et donc, je trouve que cette polémique est au fond l'utilisation de prise en otage d'une personne pour un combat politique sur cette réforme des retraites, et que c'est très injuste vis-à-vis de Jean-François Cirelli. La Chine, parlons de la Chine, Jean-Pierre Raffarin, on sait votre amour pour ce pays. Ma curiosité. Votre amour pour la culture chinoise. L'intérêt profond, oui. L'intérêt profond pour les Chinois, pour le peuple chinois. Je ne parle pas des dirigeants. Ouais. D'ailleurs, ça s'est durci en Chine ces derniers temps. Il y a un tournant très très fort qui a été pris, oui. Je pense que vous avez raison, il faut distinguer ce peuple chinois qui, en 32 ans, finalement, est redevenu la deuxième puissance économique du monde. Et donc, ils ont fait un travail. Moi, ça fait 50 ans que je vais en Chine. Je fête mes 50 ans cette année, en 2020. J'y suis allé pour la première fois en 70. J'ai vu cette Chine misérable. J'ai vu cette Chine où ils vivaient dans une petite pièce de 9 mètres carrés, à 5 ou 6. C'était une boutique le jour, c'était une chambre la nuit. Ça sentait mauvais. Les animaux étaient dans les rues. C'était vraiment un pays extrêmement pauvre. Et petit à petit, je suis un témoin de cette transformation de ces villes. Qui est incroyable. Quand on va en Chine, j'y étais aussi il y a quelque temps. Les technologies sont puissantes. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la France connaît très peu la Chine. Quand vous voyez que nos présidents de la République, pour la plupart d'entre eux, n'étaient pas allés en Chine avant d'être président. Donc il n'y a pas cette connaissance comme on a par exemple des États-Unis. Et donc il faut essayer de la comprendre, cette Chine. Alors elle a des côtés qui sont des côtés incompatibles avec nous, notamment le système politique, puisque nous sommes dans un système autoritaire qui n'a pas notre culture démocratique. Mais à côté de ça, sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan de la recherche, sur le plan des transports, quand vous regardez leur système de transport, moi j'ai traversé il y a 50 ans la Chine par le train. Ça nous avait pris plusieurs jours, c'était quelque chose d'incroyable, c'est une aventure qu'on ne peut pas oublier. Quand je vois aujourd'hui la circulation des trains, avec une société, avec des Chinois qui se posent beaucoup de questions, et notamment les jeunes, sur leur place dans la société chinoise, sur du travail à trouver, pas toujours facile, même lorsqu'ils veulent, ils créent leurs entreprises, c'est vrai, mais pas toujours facile de les développer. Et puis j'ai constaté un paradoxe, vous allez me dire, un paradoxe étonnant, c'est qu'on peut partir plus tôt à la retraite quand on travaille dans le privé que dans le public en Chine. Absolument, oui. Ça, c'est quand même étonnant. Oui, ça, c'est... Mais ils ont cette culture-là, qui est une culture de très, très grande organisation, et qui fait que le service de l'État, parce que l'État et le parti, c'est la même chose là-bas. Le représentant du parti, c'est le préfet. Donc, l'école du parti, c'est l'ENA. C'est-à-dire que l'État, c'est le parti. Et donc, au fond, à l'intérieur du parti, il peut y avoir des débats, mais à l'extérieur du parti, c'est la loi du parti qui s'applique à la société. Et là, il n'y a pas de discussion. Donc on a des systèmes qui sont complètement incompatibles. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, dans l'espace mondial, la Chine est un partenaire qui peut équilibrer le monde. Il faut parler avec elle, car si on laisse ce peuple d'1,4 milliard se replier, voire aller vers la Russie, l'Est de la Russie, par exemple. D'abord, on a rapproché la Russie et la Chine, ce qui n'est pas forcément pour l'Europe une bonne affaire. Et puis, il faut faire attention, parce que si ce tournant autoritaire se prolonge, si on revient à un système de communisme intégral, ce qui est toujours possible, on aura là un abcès terrible dans le monde. Il faut parler avec les Chinois, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de construire des rapports de force, et de ce point de vue-là, il faut faire l'Europe. Il y a vraiment, moi, ce livre, c'est un livre sur la Chine, mais le fond de l'affaire, le message, il est européen, où on est capable d'exister face à la Chine et face aux États-Unis, et on a un avenir. Autrement, on va sortir de l'histoire. On voit bien aujourd'hui que les États-Unis ne nous consultent même pas pour intervenir en Iran. Et demain, ça peut être la même chose sur la Chine. Donc si l'Europe ne comprend pas que c'est aujourd'hui un rôle majeur qu'elle a d'être le troisième pôle international, qui est un pôle d'équilibre, qui parle avec tout le monde, qui défend ses intérêts européens, eh bien, ma foi, on va passer à côté de l'histoire. Et on ne peut pas laisser aujourd'hui Chine, États-Unis. Parce que vous savez, on a la crise de l'Iran aujourd'hui. Mais sur ce qui se passe dans les 20 prochaines années, je suis prêt à prendre tous les paris. C'est que le monde va s'articuler autour de la tension entre la Chine et les
les États-Unis. C'est le numéro 1 qui n'accepte pas la montée du numéro 2 et le numéro 2 qui veut prendre la place du numéro 1. Les 20 ans qui viennent vont être marqués par cette tension entre la Chine et les États-Unis. Et ça, ce face-à-face, nous serons dominés par ce face-à-face, sauf si l'Europe existe et si l'Europe se donne quelques puissances pour exister. Merci Jean-Pierre Raffarin. Chine, le grand paradoxe, c'est aux éditions Michel Lafon. Merci. RMC BFM TV, 8h54.